Fermez les yeux un instant et imaginez deux silhouettes face à face, immobiles dans un espace indéterminé. Leurs postures trahissent une tension invisible. L'une avance légèrement la tête, le menton relevé, comme pour affirmer sa supériorité, tandis que l'autre recule imperceptiblement, hésitant entre défi et capitulation. Aucun mot n'est prononcé, pourtant un combat silencieux se joue dans l'air. C'est la lutte pour la reconnaissance, l'épreuve fondamentale où se forge la conscience de soi. Ce face-à-face, à la fois dramatique et mystérieux, est au cœur de la dialectique du maître et de l'esclave telle que la déploie Hegel. Dans ce duel muet, le maître ne demande pas seulement l'obéissance. Il exige l'aveu de sa valeur, il veut qu'on le reconnaisse comme supérieur. L'esclave, quant à lui, oscille entre la soumission contrainte et l'aspiration secrète à briser ses chaînes. Cette dynamique révèle que la relation de pouvoir n'est jamais un simple rapport de force. Elle est un mécanisme où se tissent la liberté, l'identité et la dépendance mutuelle. Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur de cette lutte pour la reconnaissance, de vous inviter à mesurer comment la quête de liberté se noue paradoxalement dans l'épreuve de l'assujettissement. Nous verrons comment, paradoxalement, celui qui semble vaincu, l'esclave, développe, à travers le travail et la transformation du monde, une expérience de soi plus solide que celle du maître, prisonnier de sa propre domination. Au fil de cet épisode, nous décortiquerons chaque étape de la dialectique, la mise en scène du conflit initial, l'établissement de la hiérarchie maître-esclave, les conséquences psychologiques de la servitude, et enfin la surprise philosophique qui montre que la véritable autonomie émerge souvent du vécu de la servitude. Préparez-vous à voir votre vision du pouvoir, du travail et de la liberté radicalement transformée. Bienvenue dans la phénoménologie de l'esprit et place à la première étape de notre exploration de la dialectique du maître et de l'esclave. Au début du XIXe siècle, l'Europe sort à peine des secousses de la Révolution française et des guerres napoléoniennes. Les certitudes politiques et sociales sont ébranlées et la question de la liberté individuelle face au nouveau pouvoir de l'État devient cruciale. C'est dans ce climat d'incertitude que Hegel publie, en 1807, sa Phénoménologie de l'esprit, une œuvre ambitieuse qui trace le cheminement de la conscience vers la connaissance absolue. Né en 1770 à Stuttgart, Hegel a d'abord étudié la théologie et la philosophie à l'université de Tübingen, où il côtoie Schelling et Hölderlin. Il y découvre les fondements de la pensée critique de Kant, la distinction entre le phénomène et le noumen, la primauté de la raison pratique et l'idée que la liberté est la pierre angulaire de toute vie éthique. Mais Hegel ne se contente pas d'épouser les thèses kantiennes. Inspiré par Fichte et Schelling, il forge sa propre méthode dialectique où chaque idée, la thèse, engendre son contraire, l'antithèse, avant de se résoudre dans une synthèse plus riche et plus englobante. La phénoménologie de l'esprit se présente comme un récit dramatique. La conscience affronte tour à tour l'expérience sensible, la perception, la raison et l'esprit objectif pour enfin atteindre l'esprit absolu. C'est dans ce parcours que surgit la célèbre dialectique du maître et de l'esclave, une mise en scène philosophique de la lutte pour la reconnaissance mutuelle. Hegel montre que la conscience ne se découvre pas seule. Elle a besoin d'être reconnue par une autre conscience et ce face-à-face peut conduire à la domination ou à la servitude. Ce cadre historique, marqué par la quête de nouveaux équilibres entre individus et société, donne tout son relief à la dialectique hegelienne. Elle interroge non seulement le sens de la liberté, mais aussi le rôle du travail, de la reconnaissance et de l'État dans l'édification d'un sujet véritablement autonome. Ainsi, comprendre la tension entre maître et esclave, c'est saisir comment l'histoire même de la conscience s'élabore à travers le conflit, jusqu'à l'avènement de rapports fondés sur la reconnaissance réciproque et l'égalité véritable. La dialectique du maître et de l'esclave met en lumière la façon dont deux consciences s'affrontent et se constituent mutuellement. Pour Hegel, aucune conscience n'existe dans l'isolement. Elle a besoin d'être reconnue par une autre. Lorsque deux individus cherchent à être reconnus, ils s'engagent dans un face-à-face où chacun met en jeu sa propre liberté et sa volonté de domination. Ce processus révèle brusquement que la reconnaissance ne se donne pas gratuitement. Elle naît d'un conflit où la vie même est engagée. Au départ, les deux parties se confrontent dans une lutte extrême, prêtes à risquer leur existence pour obtenir le statut de sujet autonome. Cette épreuve révèle un premier paradoxe.
la conscience qui triomphe devient celle du maître, tandis que celle qui se soumet devient celle de l'esclave. Pourtant, en renonçant à son autonomie immédiate, l'esclave survit et développe, dans l'épreuve, une forme de conscience différée qui lui permet d'éprouver ses propres capacités. Le maître, quant à lui, jouit d'une reconnaissance immédiate. Il se sait expérimenté et écouté. Mais cette position de supériorité se révèle fragile. Le maître dépend entièrement de l'esclave pour asseoir son autorité et recevoir l'aveu de sa valeur. Sans ce miroir vivant qu'est l'esclave, la supériorité du maître perd sa consistance et s'effondre. Cette tension paradoxale expose la circularité du pouvoir. Celui qui domine reste lié à celui qu'il soumet. C'est dans le travail de l'esclave que se joue la véritable émancipation. En transformant le monde extérieur, l'esclave forge son identité. Il pénètre peu à peu les lois de la nature et les règles de la production matérielle. Par cette activité, il acquiert une conscience de soi plus riche que celle du maître, prisonnier de son immobilité. À travers l'expérience du travail et la négation des obstacles, l'esclave gagne en autonomie et en réflexivité. Il se découvre sujet capable de créer, d'inventer et de dépasser la simple servitude. La dialectique du maître et de l'esclave dévoile ainsi la genèse de la liberté. Elle ne naît pas de la domination unilatérale, mais du procès conflictuel et du travail qui élargit la conscience. Cette définition philosophique jette les bases d'une exploration de la conscience humaine, où la vraie reconnaissance mutuelle prépare le terrain d'une égalité véritable. Le déroulement de la lutte pour la reconnaissance se déploie en plusieurs temps successifs, chacun révélant des aspects cruciaux de la formation de soi et du pouvoir. D'abord, deux consciences s'affrontent dans un face-à-face radical. Chacune exige d'être reconnue comme sujet autonome. C'est un moment de tension extrême où la vie même est mise en jeu, car vaciller reviendrait à renoncer à son statut d'être conscient capable d'affirmer sa valeur. Dans cette phase initiale, le conflit atteint son paroxysme. Chaque adversaire est prêt à risquer sa vie plutôt que de se soumettre à l'autre. Cette lutte à mort n'est pas seulement physique, elle est avant tout symbolique. Elle traduit la volonté farouche de chacun de ne pas être réduit à l'objet de la volonté de l'autre. C'est cette disposition qui installe la dimension tragique et nécessaire de la lutte pour la reconnaissance. Lorsque l'un des deux finit par céder, la relation se stabilise en une hiérarchie de maître et d'esclave. Le maître, triomphant, obtient une reconnaissance immédiate. Son statut lui est attesté par la soumission de l'esclave. L'esclave, quant à lui, accepte provisoirement la perte de son autonomie pour préserver sa vie. Cette instauration institutionnalise le rapport de pouvoir, mais ouvre aussi un nouveau champ de développement pour chacun. Un paradoxe surgit alors. Le maître, bien qu'apparenté à l'autorité, dépend entièrement de l'esclave pour recevoir l'aveu de sa valeur. Sans le travail et l'obéissance de l'esclave, sa position perdrait tout fondement. La souveraineté du maître s'avère donc fragile. Il ne peut exister comme sujet reconnu sans l'existence d'un autre qui le reconnaisse, fût-ce dans la servitude. De son côté, l'esclave s'engage dans le travail matériel et intellectuel, transformant la nature et découvrant, à travers l'effort, ses propres capacités. Ce labeur forge en lui une conscience de soi plus riche et plus réflexive que celle du maître, prisonnier de son inertie. La servitude devient alors le creuset d'une émancipation intérieure, car l'esclave apprend à se maîtriser et à créer. Ainsi, la lutte pour la reconnaissance ne se conclut pas par la simple victoire du maître, mais par la genèse d'une vraie autonomie née de la condition servile. C'est là la clé de la dialectique. La conscience la plus achevée émerge de l'épreuve du conflit et du travail, et non du pouvoir unilatéral. La dialectique du maître et de l'esclave ne se limite pas à un simple jeu de domination. Elle interroge la nature même de la liberté, de la conscience et du travail. D'abord, la position du maître paraît synonyme d'indépendance totale. En réalité, elle s'avère fragilisée par une dépendance paradoxale. Pour asseoir sa supériorité, le maître a besoin que l'esclave reconnaisse sa valeur. Privé de ce miroir vivant, son libre arbitre se dissout, révélant que la reconnaissance n'est jamais un bien unilatéral, mais une dynamique réciproque. Ensuite, la servitude productive de l'esclave porte en germe une révolution intérieure. En travaillant la matière, il transforme son environnement et, simultanément,
sa propre conscience. Là où le maître reste passif, reclus dans son statut, l'esclave expérimente les lois de la nature, développe son savoir-faire et éprouve la satisfaction issue du travail accompli. Ce processus active une forme de liberté concrète. L'autonomie n'est moins de l'absence de contraintes que de la capacité à agir sur le monde et à en percevoir les effets. Sur un plan éthique, Hegel suggère que la véritable autonomie n'est pas le fruit d'une domination sans partage, mais d'une reconnaissance mutuelle. Lorsque chacun se sent respecté et valorisé, la relation de pouvoir se mue en un partenariat égalitaire, ouvrant la voie à une communauté authentiquement libre. Cette idée résonne encore aujourd'hui. Nos sociétés modernes cherchent à concilier l'individuel et le collectif, l'obligation du travail et la dignité de la personne. Enfin, la dialectique du maître et de l'esclave questionne notre rapport à l'identité. Qui sommes-nous lorsque notre statut dépend entièrement du regard d'autrui ? Hegel nous invite à considérer que la conscience se définit par un aller-retour constant entre affirmation personnelle et reconnaissance sociale. En ce sens, cette réflexion ouvre un horizon où la liberté se construit dans l'échange, le conflit même devenant levier d'une subjectivité riche et pleinement assumée. Pour rendre tangible la dialectique hegelienne, observons-la dans des situations quotidiennes et historiques où le rapport de force façonne la reconnaissance et la liberté. Prenons d'abord la relation patron-employé. Le patron, assuré de son autorité, exige performance et soumission. Il incarne le maître qui réclame l'aveu de sa valeur. L'employé, enchaîné aux objectifs, accepte la contrainte pour préserver son emploi. Pourtant, c'est souvent lui qui, par son expertise et sa créativité, transforme véritablement l'entreprise. À force de modeler les processus et d'innover, il forge une maîtrise concrète de son métier et une estime de soi plus profonde que celle du patron, dépendant de ses résultats pour justifier son statut. Dans le contexte familial, imaginez un parent surprotecteur et un enfant soumis. Le parent dicte les règles, le rythme, les choix scolaires. Il pense préserver la liberté de l'enfant en l'étant totalement pour lui. L'enfant, en se conformant, semble servile, mais c'est dans l'accomplissement de petites tâches, rendre un service, aider aux courses, qu'il découvre graduellement sa capacité d'agir et de décider. À force de prendre des responsabilités, il élabore un sentiment d'autonomie plus solide que celui du parent, guidé par le souci de préserver cette hiérarchie affective. Sur un plan historique, le système colonial offre un contraste saisissant. Les dominants imposent leurs lois, contrôlent les corps et l'économie, mais les colonisés, contraints au travail forcé et privés de reconnaissance, développent une conscience collective en résistant et en tissant des réseaux de solidarité. Cette expérience partagée forge une identité et un désir d'indépendance plus puissants que le pouvoir de l'oppresseur, prélude au mouvement d'émancipation nationale. Ces exemples soulignent que la domination unilatérale du maître s'alimente du serviteur, tandis que la servitude, vécue à travers l'action et la création, devient le terreau d'une liberté réelle. La dialectique ne s'achève pas sur la victoire du plus fort, mais sur la croissance de la conscience de soi par le travail et la reconnaissance mutuelle. À l'ère numérique, la dialectique du maître et de l'esclave se réinvente au cœur des réseaux sociaux. Les influenceurs, en quête de reconnaissance, exercent un véritable pouvoir symbolique. Leurs publications dictent les tendances, leurs abonnés applaudissent ou critiquent. Ici, l'influenceur tient le rôle du maître, dépendant cependant de l'engagement de sa communauté pour asseoir son autorité. Les abonnés, de leur côté, jouent le rôle de l'esclave en participant au défi, en likant et en commentant. Mais c'est souvent cette même communauté qui façonne le contenu, propose des idées et nourrit la popularité de l'influenceur. Par ce travail collectif, les suiveurs acquièrent une forme de pouvoir diffus, démontrant que la reconnaissance naît d'une collaboration mutuelle et non d'une domination unilatérale. Dans le monde professionnel contemporain, les startups et les grandes entreprises illustrent un autre aspect de la dialectique. Les dirigeants fondateurs incarnent la figure du maître visionnaire, tandis que les équipes techniques et créatives endossent le rôle de l'esclave artisan. Pourtant, ce sont les contributions des équipes, leur expertise et leur capacité d'invention qui consolident la réussite de l'entreprise. Sans l'adhésion et la créativité des collaborateurs, l'autorité du fondateur s'effondre. La reconnaissance mutuelle,
L'écoute active et la co-construction des projets deviennent alors la clé d'une liberté productive partagée. Sur le plan sociopolitique, les mouvements contemporains pour les droits civiques et la justice sociale témoignent eux aussi de cette dialectique. Les groupes marginalisés, longtemps soumis à des formes de domination, transforment leur servitude en force collective en organisant des manifestations, en produisant des discours et en construisant des solidarités. À travers cette action, ils forgent une conscience politique autonome, reconvertissant l'épreuve de la marginalisation en tremplin pour l'émancipation et la reconnaissance institutionnelle. Ces exemples modernes soulignent que la vraie liberté se tisse dans le travail collaboratif, dans la négociation des identités et dans la reconnaissance réciproque. La dialectique de Hegel, loin d'être une simple théorie historique, éclaire aujourd'hui les dynamiques de pouvoir et de création qui définissent nos sociétés connectées et nos rapports professionnels, culturels et sociaux. Au terme de notre plongée dans la dialectique du maître et de l'esclave, retenons que la véritable liberté ne réside pas dans la seule affirmation de la toute-puissance, mais dans la reconnaissance réciproque et le processus même de travail partagé. Hegel nous a montré que le maître, malgré sa position dominante, reste dépendant de l'esclave pour asseoir son identité, tandis que l'esclave, en façonnant la matière et son propre esprit, construit patiemment une conscience plus riche. Cette inversion paradoxale nous invite à repenser toutes nos relations de pouvoir, celles que nous entretenons au travail, en famille ou sur les réseaux sociaux. Avant de nous séparer, prenez un instant pour identifier un rapport de force dans votre quotidien. Observez qui tient le rôle du maître et qui, celui de l'esclave. Posez-vous cette question. Comment votre position vous conditionne-t-elle et de quelle manière pourriez-vous transformer cette dynamique en un partenariat fondé sur l'estime mutuelle ? C'est en expérimentant cette bascule qu'on découvre la force émancipatrice du conflit lui-même, lorsque celui-ci devient catalyseur de créativité et d'autonomie. Pour approfondir, je vous recommande de revisiter le chapitre sur le travail dans la phénoménologie de l'esprit et de lire certaines analyses contemporaines qui appliquent cette grille de lecture à la psychologie des organisations ou au mouvement de libération. Vous verrez comment la dialectique hegelienne, loin d'être un vestige du passé, continue de nourrir la compréhension de nos combats personnels et collectifs. Restez à l'écoute. Dans notre prochain épisode, nous explorerons la notion de reconnaissance universelle et d'égalité véritable, en nous appuyant sur les héritiers de Hegel et sur les grands penseurs modernes. D'ici là, merci d'avoir partagé ce voyage philosophique. Que la réflexion sur vos propres rapports de reconnaissance vous guide vers une liberté plus authentique.